L'eau, c'est un bien économique à partir du moment où il est rare. En France et dans le monde entier, de plus en plus, il y a des tensions sur la ressource en eau, puisqu'il y a moins d'eau par rapport aux besoins qui s'expriment. On peut imaginer que dans le futur, avec des perspectives de changement climatique, on va avoir de plus en plus de problèmes avec cette ressource-là. Toutes les eaux qu'on utilise et qu'on rejette sont récoltées et traitées dans des stations d'épuration. Pour pouvoir les rejeter dans les eaux naturelles, il faut qu'elles subissent de nombreux traitements pour éliminer tous les pesticides, les médicaments, tous les polluants qu'on peut rejeter, des produits vaisselle, des savons, etc. Il faut poursuivre l'élaboration de nouveaux procédés pour aller toujours plus loin vers une eau de meilleure qualité. Si on aime la matière, si on aime la discipline, il faut y aller. Si on aime ça, et il faut y croire, il faut y aller, et il faut y aller à fond. Par contre, il faut se donner les moyens de réussir. Il ne faut pas se laisser influencer par les voies négatives. Moi, finalement, je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir une éducation où j'ai toujours été encouragée. Mes parents, les deux, étaient très féministes, donc j'ai jamais senti qu'on me mettait des freins pour faire quoi que ce soit. Du coup, c'est très tard que j'ai un peu réalisé qu'effectivement, il y avait des personnes qui faisaient la différence. Il ne faut pas se mettre soi-même, je pense, de barrières. Ce que parfois les femmes ont tendance à faire, parce qu'on les dévalorise d'elles-mêmes, elles s'interdisent des choses. Il faut enlever ces barrières et dire c'est ça que je veux et j'y vais. Faire une thèse, c'est s'investir à un moment donné de manière conséquente. On se consacre à quelque chose. C'est très motivant, la curiosité intellectuelle, très stimulant. Donc, il faut apprendre cette inclinaison de l'esprit à s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi. Les sciences sont là pour ça, en fait. Non pas pour nous apporter des réponses aux questions qu'on se pose, mais effectivement pour nous permettre une démarche d'esprit, une attitude face au réel, face à la vie. C'est ça qui est l'essentiel, en fait, de la démarche intellectuelle. J'ai su que je voulais faire de la recherche un jour où je devais avoir 12-13 ans et mes parents décident de m'emmener à la journée porte ouverte de l'Observatoire de Meudon. Mais c'était une nuit porte ouverte. Et là, je vois ces chercheurs et ces chercheuses qui sont là, il fait nuit, ils travaillent, ils nous expliquent ce qu'ils font et je trouve ça merveilleux. Et je me dis, c'est ça que je vais faire plus tard. Voilà, je vais faire de la recherche. La question de la performance est toujours présente et moi je me suis rendu compte que toutes mes recherches étaient centrées sur l'éthique. S'il y avait un mot-clé qui revenait toujours, c'était le respect. Respect de la planète, respect de l'individu, du salarié dans l'organisation. Peu de personnes le savent, mais l'informatique au niveau mondial est aussi polluante que l'aviation civile. Ça émet 2% des émissions totales de CO2. Donc ça montre l'empreinte écologique de l'informatique. En sachant que ces produits sont fortement polluants, comment avoir un management responsable des technologies de l'information. Quand j'étais petite, j'adorais résoudre des énigmes, faire des jeux d'esprit, des casse-têtes. Alors c'est probablement dû à ma famille ou mon éducation. Mes parents me donnaient ce genre de jeux-là, et non pas des Barbies ou d'autres choses. Que ça soit ma famille, mais aussi mes professeurs et les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai eu la chance d'être encouragée. Ma thèse de doctorat porte sur la complexité de l'algorithmique distribuée. L'algorithmique, c'est la science de traiter systématiquement les problèmes, quels que soient ces problèmes-là. Moi, j'étudie comment résoudre des problèmes dans ce contexte-là, et aussi à caractériser la complexité de ces problèmes, c'est-à-dire leur difficulté en gros, et la facilité ou pas de les résoudre. Mes outils de travail, moi, c'est une feuille et un stylo. C'est ça aussi l'informatique. Depuis que je suis petite, je voulais faire l'astronome. Je m'occupe de la formation des étoiles et des systèmes planétaires qui ressemblent à les nôtres. Et donc, j'utilise des télescopes au sol qui sont en général en haute montagne. Et aussi, j'utilise des télescopes qui sont dans l'espace. Parce que l'atmosphère terrestre, il ne laisse pas passer toute la radiation électromagnétique. L'exemple dernier, naturellement, c'est Herschel, qui est le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace.
La science, par définition, c'est quoi? C'est en progression. Et on dit qu'une théorie est vraie jusqu'à la prochaine observation qui la met en doute. Quand j'étais ado, j'avais envie d'être astronaute. Mais j'ai eu l'impression que c'était pas un métier de fille. Avec un certain nombre d'autorisations, on peut aller effectivement sur les corps célestes, donc on peut envoyer un satellite, on peut installer même une base, mais en revanche, les États, ils ont tout de suite craint au moment du développement des activités spatiales que certains autres États tentent de s'accaparer ces corps célestes, et donc dès les années 60, au sein de l'Organisation des Nations Unies, des traités, dits traités spatiaux, ont été élaborés. Le premier, qui date de 1967, s'appelle le traité sur l'espace, pose un principe de non-appropriation des corps céleste, qui a été très très largement ratifié. Donc les Américains qui plantent le drapeau sur le sol lunaire, c'est symbolique, mais ça ne signifie pas que les Américains sont devenus propriétaires de la Lune. La difficulté, c'est la gestion de ce qu'on pourrait trouver sur ces corps célestes, puisque le traité sur la Lune et les autres corps célestes, traité de 1979, a été très très peu ratifié. Pour moi, les plus grands souvenirs sont attachés au lancement de satellites. Quand le satellite est lancé et qu'on voit en orbite qu'il marche, d'abord c'est rapide. Un lancement, ça va durer quelques minutes. Il va disparaître devant vos yeux alors que vous avez pu travailler dessus pendant 10 ans. Tout d'un coup, il se sépare de vous. Et là, il y a à la fois une angoisse, un stress. Et en même temps, quand ça marche, une joie que je crois qu'il n'y a rien de comparable. Il n'existe rien d'autres épisodes dans sa vie qui soient comparables, parce que c'est extrêmement intense, qu'effectivement ça provoque une émotion qui est très positive, qui est absolument inoubliable. Je me souviens avoir totalement démonté le rasoir de mon papa à 4 ans, parce que c'est mon premier souvenir de tas de pièces en vrac. On ne naît pas scientifique. On le devient, et on le devient de différentes manières. Parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui donne l'exemple, qui répond lorsqu'on demande comment ou pourquoi, et qui prend le temps, avec des mots simples, de nous dire comment ça marche. Parce que on essaye de comprendre, et puis on rate. Un scientifique, c'est pas un savant qui connaît toute la science. Donc la science, c'est un jardin qui est ouvert pour tout le monde. Le numérique transforme tous les aspects de notre vie. Tout le monde connaît les réseaux sociaux, tout le monde connaît le mail, l'Internet. Mais parlons d'autre chose, parlons de la finance mondiale. La finance mondiale n'aurait pas pu avoir cette puissance de feu, si j'ose dire, si elle n'était pas soutenue par le numérique, le réseau, Internet, la rapidité que ça donne. Et d'autres révolutions comme ça, il va y en avoir d'autres, plein. Il faut, à mon avis, et il est essentiel que le citoyen s'empare de ces transformations, de ces révolutions à venir. Il ne faut pas qu'il les subisse. Et donc pour ça aussi, il faut que le citoyen ait un minimum de culture scientifique. La culture scientifique, il faut qu'elle soit donnée dès le plus jeune âge. Un des enjeux qui n'est pas un enjeu technologique, mais vieux comme le monde, c'est comment on va faire une société mixte où femmes et hommes pourront aussi prendre leur place. La physique quantique, c'est la physique des tout petits objets. Donc lorsque vous avez un électron, par exemple, il n'obéit pas aux mêmes lois que la pomme qui tombe de l'arbre. Dans la réalité quantique, il y a l'intervention du hasard. La réalité quantique, c'est un ensemble de probabilités plus l'action du hasard. Je travaille sur les supraconducteurs. Les supraconducteurs sont des matériaux dont on ne peut comprendre les propriétés que grâce à la physique quantique. Ce qui m'a donné, je crois, on va dire, un petit coup de foudre quand même pour les supraconducteurs, c'est que peu de temps après mon arrivée à l'école de physique et chimie à Paris, je suis allée suivre une série de conférences et d'échanges autour de la supraconductivité. Ce domaine m'a fascinée. J'étais passionnée par la physique. Au lycée, j'étais la meilleure de ma classe dans cette matière. Je me suis orientée vers l'aéronautique. Par passion, je dirais, passion de la science et de l'aéronautique. Je m'oriente plus vers l'aviation civile, c'est là où je me sens le plus à l'aise, pour le plaisir de concevoir et d'améliorer des systèmes qui vont être utilisés par des voyageurs.
J'espère qu'à l'avenir, les avions évolueront pour être quand même moins polluants, avoir moins d'impact sur l'environnement. À la fac, j'ai découvert le bonheur de la complexité des idées. Et j'ai voulu poursuivre une thèse sur l'histoire d'économétrie pour aller vers ces complexités. J'ai été chercher un poste où les sujets de recherche seraient en économie appliquée et notamment en économie des transports. C'est un bien qui n'est pas demandé en lui-même. C'est un bien qui sert d'autres motifs et qui est le fait d'une demande dérivée. Et je voulais comprendre comment fonctionnait cette demande de transport et comment on pouvait aider les gens à vivre mieux dans leur parcours de vie au quotidien, à la fois pour les passagers et à la fois pour les entreprises, en utilisant un système de transport qui soit à la fois performant et respectueux du développement durable. J'ai toujours aimé associer les sciences et l'art. J'ai fait une thèse en acoustique, en qualité sonore des salles de concert. Aujourd'hui, moi, je travaille plus sur toujours la perception, la qualité de l'environnement sonore, mais plutôt de l'espace urbain, de l'espace extérieur, pour se rapprocher des problèmes de société, de bruit, de nuisances sonores, donc les nuisances des transports, ou alors à l'opposé, la qualité de l'environnement sonore urbain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une zone calme, comment définir une zone calme. Il y a une directive européenne aujourd'hui qui existe et qui demande aux villes de mettre en place des plans d'action pour préserver ces zones calmes. La nature en France, c'est assez mal vu en fait. Si on prend d'autres types de cosmologie, comme celle des Indiens d'Amérique ou d'Extrême-Orient, il n'y a pas cette représentation d'une extériorité dont nous sommes séparés qui est pour nous très importante. Je crois que l'écologie, c'est la question de la nature, mais que la question de la nature ne va pas de soi. Ça passe aussi par une attention aussi à la nature en ville. On a besoin de regarder ce qui nous entoure de façon moins indifférente. Il serait temps que nous autres humains nous rendions compte que nous ne sommes pas seuls au monde, qu'on se rend compte que le monde n'est pas entièrement fait pour nous et qu'il n'y a pas que nous qui comptons. Patella vulgata, Fucus serratus, Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Gibella umbilicalis, Chondracanthus acicularis, Schizoporella unicornis, Tricholia pullus, Alichondria panicea, Carcinus maenas, Ascophyllum nodosum, Asterina gibosa. Pendant mon master 2 recherche, j'ai effectué un stage pratique à l'Ifremer à Boulogne. J'ai embarqué pendant 15 jours à bord d'un navire scientifique afin de voir comment étaient collectées les données. Donc les données consistaient à capturer des poissons en différents endroits de la mer. Et à partir de ces captures qui étaient comptabilisées, on effectue à partir des méthodes que je développe des prédictions sur toute la surface de la mer afin de faire le recensement des populations de poissons qui sont ensuite envoyées au niveau européen afin d'établir les quotas de pêche. Concernant l'emballage, on a travaillé sur différents critères. D'un point de vue chimique, les interactions qu'il peuvent y avoir entre l'emballage et l'aliment, pour identifier quels sont les contaminants que la personne pourra ingérer par la suite. Si on regarde bien tout autour de nous, tout est emballé. Il y a une autre manière d'envisager l'agriculture qui justement utilise ce qu'on appelle le vivant et toutes les régulations biologiques plutôt que d'utiliser des intrants chimiques, plutôt que d'utiliser un certain nombre de produits qui, de plus en plus de recherches, mettent en avant les conséquences, que ça soit pour les écosystèmes, mais aussi pour la santé. Il y a une possibilité de découverte et de recherche qui permettent d'allier le fonctionnement biologique des écosystèmes à un objectif de production. Au sein de notre laboratoire du LEMAR, donc laboratoire des sciences de l'environnement marin, on travaille vraiment sur l'impact des changements environnementaux, sur la réponse au niveau des organismes, des communautés et aussi des écosystèmes. Et donc on est en relation avec des gros programmes climatiques, environnementaux, et donc on est vraiment partie prenante
pour essayer de mieux comprendre comment, par exemple, si on a 1 ou 2 degrés de différence dans les vingtaines ou trentaines d'années, ce qui effectivement va arriver, comment les organismes vont s'adapter, comment les populations en fait vont s'adapter à ces changements environnementaux. Donc on travaille au sein d'un LABEX, MER, que je coordonne au niveau de l'axe biologie et adaptation des populations, pour essayer de comprendre comment les habitats, la modification des habitats liés au changement climatique va modifier les organismes et entraîner en fait des modifications importantes au niveau génétique et au niveau plasticité de ces organismes. La biologie marine, ça me faisait rêver moyennement. Ce qui m'avait plu en biologie marine, tout bêtement, c'était la météo marine, qu'on écoutait tous les jours à 7h moins le quart sur France Inter. Quand j'étais petite, ça faisait rêver, la météo marine. Donc, j'ai choisi biologie marine à cause de ça, la météo sur France Inter. J'ai pris conscience que pour comprendre l'océan, il fallait bien comprendre l'atmosphère sous-jacente et inversement, pour comprendre ce qui se passait dans l'atmosphère, il fallait tenir compte de l'océan. Donc ça m'a beaucoup sensibilisée sur le couplage océan-atmosphère et du coup, je me suis intéressée à l'aspect grande échelle, au climat et qu'est-ce qui se passait à l'échelle de la planète. J'ai commencé à m'intéresser à l'océan mondial et à l'impact de l'océan mondial sur le climat en général. Donc là, il fallait bien sûr passer en mode couplé océan-atmosphère, vraiment faire interagir les deux fluides. Et c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a deux fluides qui ont des échelles de temps totalement différentes. L'atmosphère, c'est un fluide qui est extrêmement rapide, qui a peu de mémoire et qui transmet d'un bout à l'autre de la planète très vite des informations. L'océan, c'est le fluide qui au contraire est très lent, qui emmagasine pendant des centaines, voire des milliers d'années et qui est capable de faire ressurgir en surface une information qu'il avait enfouie au fond, mais 1000 ans plus tard. Et on doit tenir compte de cette mémoire lente qu'impose l'océan dans le climat. Je me suis intéressée à l'évolution du climat dans différentes régions et à différentes échelles de temps. Donc au Groenland, en Antarctique, au Tibet, des régions où on a des informations dans les carottes de glace, mais aussi en Europe à partir des informations issues des anneaux de croissance des arbres. Les carottes de glace, c'est des archives formidables parce qu'elles emmagasinent différents indices par rapport à l'évolution du climat à différentes échelles d'espace. On montre que la période des derniers 30 ans, elle est exceptionnelle sur plus de 1400 ans. Exceptionnelle en termes de température dans l'hémisphère nord, de recul de la banquise sur l'Arctique ou de montée du niveau des mers. Avec les observations, on conclut que l'influence humaine sur le climat, elle est claire. Et elle est claire en termes de température, de niveau des mers, de changement du cycle de l'eau et même de changement d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou les fortes précipitations. La France est un acteur important au niveau des recherches sur le captage et le stockage de CO2. Il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement pour faire émerger ces projets de démonstration, notamment car le coût du CO2 sur le marché du CO2 au niveau européen est très bas, ce qui n'incite pas les industries à investir sur le plus long terme, parce qu'un projet de captage et stockage de CO2, ça se prépare sur plusieurs années. Ça peut prendre de 5 à 10 ans. Donc traditionnellement, ce que font tous les gaziers dans le monde, ils renvoient le CO2 dans l'atmosphère. Comme en Norvège, il y a une taxe sur le CO2 émis offshore, ils ont décidé de réinjecter ce CO2 dans une couche qui est différente de celle d'où provient le gaz naturel. Donc c'est un sable où le CO2 est injecté. Et il y a eu donc tout un projet de recherche qui se sont greffés là-dessus pour tester différentes méthodes de monitoring et de surveillance de ce CO2. Et puis pour modéliser le comportement, la migration de ce CO2, son piégeage, son transformation éventuelle dans le réservoir. On est de vrais gaspilleurs. Quand on extrait du pétrole, on n'en extrait qu'une partie extrêmement faible du réservoir. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, c'est ça surtout, être capable de mettre en place des techniques avancées pour récupérer un peu plus. Ce qu'on récupère, c'est 30%, 40% au mieux. Il en reste encore énormément. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail, un vrai challenge ici à relever. J'ai eu la chance de recevoir un prix à l'Académie des sciences. Et quand j'ai annoncé ça à la maison, j'ai eu ma petite dernière qui s'est exclamée « Maman est une championne !»
Je suis rentrée dans un grand groupe industriel qui m'a proposé de travailler dans le domaine de l'isolation thermique et de voir comment on pouvait améliorer cette isolation. Alors j'ai bien aimé l'idée de rentrer dans une recherche industrielle pour le côté appliqué, par le fait que je pouvais travailler sur des produits qui allaient être utiles aux gens qui m'entouraient, et ça a toujours été important pour moi d'avoir des applications. Mon intérêt pour l'architecture en terre crue, c'était mon diplôme de fin d'études en architecture, donc j'avais choisi de justement intervenir sur une zone inondable à Madagascar, sur la problématique des bidonvilles, donc en périphérie de ville, et de comprendre l'installation, la naissance d'un bidonville. Ce sont toujours des territoires laissés à l'abandon dont personne ne veut, qui sont dangereux, les seuls terrains où on tolère effectivement l'installation des plus pauvres. La terre crue est un matériau que l'on retrouve partout, qui est disponible, qui n'est pas cher. L'architecture de terre a existé peut-être aussi avant la profession d'architecte. Donc c'est l'intelligence des paysans, l'intelligence locale, des personnes sensibles et qui ont pu comprendre et sentir aussi par rapport à leurs besoins et réussir à construire des choses sans avoir forcément une connaissance scientifique, mais qui est intuitive et raisonnée et logique, qui au fur et à mesure ont été discrédités parce qu'il fallait une connaissance scientifique pour pouvoir cautionner un mode constructif. Depuis une quarantaine d'années, le plastique, c'est dans nos modes de vie. C'est très pratique, c'est imputrescible. Le problème, c'est que c'est aussi ce qui fait son gros défaut. N'importe quel morceau de plastique abandonné finira tôt ou tard par ruisseler, arriver à un fleuve. Et s'il ne se redépose pas de façon définitive dans un lac quelque part, eh bien, il finira à la mer. Et c'est ainsi que dans le Pacifique, on a des quantités énormes de plastique qui s'accumulent. Alors, sous forme de macroplastique qu'on peut voir, mais peut-être plus grave encore, sous forme de microplastique, puisque ces gros morceaux finissent par être usés, se dégrader sous forme de petits morceaux. Or, ces plastiques sont extrêmement nocifs pour toute la faune. Ils accumulent les contaminants organiques et quand ils sont ingérés par les organismes, alors qu'il s'agisse de tortues, d'oiseaux, de poissons, de toute taille, eh bien, ils les contaminent et c'est probablement la source de nombreuses pathologies que l'on observe chez ces animaux marins. On sait plus de la surface de la Lune que des fonds de la mer. Il y a tout en vie cachée et il y a plein des animaux métazones, des animaux très complexes. Si on prend un petit seau de sable à l'intérieur, on peut trouver entre 5 000 et 1 million de ces petits animaux. C'est vraiment une communauté très très importante au niveau écologique, au niveau des biodiversités. Il y a encore beaucoup d'espèces nouvelles, pas décrites dans la science, et du coup c'est un petit univers caché à les yeux, mais qu'il ne faut pas l'oublier. La violence envers l'animal est aussi l'expression d'une notre difficulté à sortir de la domination de l'autre. Et effectivement, l'animal, c'est aussi celui avec lequel on partage l'animalité. L'animalisches Wesen, c'est pas seulement les bêtes. Tieren, en allemand, il y a ces deux mots. Et c'est vrai que il y a dans le rapport aux animaux aussi ce qui se joue dans le rapport à justement cette altérité, cette hétérogénéité, cette étrangeté, et puis ce rapport au corps de l'autre. C'est vrai que certains ont souligné l'analogie entre la domination envers les femmes et ce qu'on fait subir aux animaux. Souvent, un peu moins maintenant, mais il y a encore quelques années, quand j'étais interviewée par des journalistes par exemple, ou même lorsque je donnais des conférences et que j'expliquais les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et l'inégalité du partage des responsabilités professionnelles, familiales, etc., on me disait, alors, vous êtes féministe ? Eh ben oui, je suis féministe et je considère pas ça comme une injure. Pour moi, être féministe, c'est défendre les droits des femmes. On sait à l'heure actuelle que, à la naissance, le petit bébé humain possède 100 milliards de neurones. Mais bien sûr, le cerveau de l'enfant est loin d'être terminé parce que seulement 10% des neurones de son cerveau sont connectés à la naissance. Cela signifie que 90% des milliards de connexions de nos neurones se fabriquent après la naissance en interaction avec l'environnement, en interaction avec le milieu familial, social, culturel. Et toute cette interaction
va contribuer à forger le cerveau des petites filles et des petits garçons. Et en conséquence, on va s'apercevoir que nous avons toutes et tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Ce qu'on observe d'abord et avant tout, c'est que les différences que l'on peut observer entre les personnes d'un même sexe sont plus importantes que les différences entre les sexes. Alors, quand j'étais petite, j'avais un copain à l'école qui, son papa, il était physicien nucléaire. C'est lui vraiment qui a marqué ma vie pour décider de faire de la physique avec son enthousiasme pour les choses qu'il faisait. J'ai rentré à l'université, donc j'ai fait 3 ans de physique générale et après 2 ans de spécialisation en physique de matériaux. Toujours dans la physique des matériaux, je me suis orientée vers des matériaux et l'interaction avec la lumière. Donc, les produits concrets, ce sont des modules photovoltaïques pour capter la lumière du soleil et la transformer en énergie. À la base, je suis ingénieur agronome. Alors aujourd'hui, on cherche à réduire notre empreinte environnementale. Et donc, pour réduire cette empreinte environnementale, il faut la connaître. J'ai monté un laboratoire sur l'analyse de cycle de vie. Je suis partie me former en Australie pendant 1 an. La spectrométrie, donc proche infrarouge, c'est une méthode de mesure qui va mesurer la composition des produits, des milieux, des objets. Et c'est très simple, ça consiste à envoyer de la lumière sur un objet et on récupère la lumière qui en sort et on l'analyse. Le substrat lignocellulosique, c'est la partie de la plante qui ne va pas être consommée par l'homme, qui va être par exemple des déchets agricoles, du bois. C'est un substrat sur lequel on travaille aujourd'hui. Il est intéressant pour être valorisé dans la chimie ou dans l'énergie. En quoi le prélèvement de cette ressource pour devenir en fait une entrée d'un processus industriel peut modifier l'équilibre écologique. Quelle est la partie que l'on peut prélever dans le respect de l'environnement, dans le respect du sol, dans le respect en fait du maintien des qualités nutritionnelles du sol. Donc on est vraiment dans une dynamique de on essaye d'identifier quelles sont les ressources qui sont mobilisables dans un processus industriel tout en respectant les besoins de retour sur le sol pour conserver donc toutes les qualités du sol. On travaille pour essayer de trouver aussi des moyens de dépolluer des sites contaminés, des anciens sites d'industrie. Dans la région Lorraine, il y a beaucoup d'anciennes coqueries qui ont laissé des terrains extrêmement pollués avec des métaux lourds. Donc on a des sites d'expérimentation où on va faire pousser différents types de plantes, de végétaux, pour voir s'ils sont capables d'aller dépolluer de façon naturelle et d'accumuler ces métaux au sein de la plante pour pouvoir faire des dépollutions afin de pouvoir faire de la rémédiation et de pouvoir réutiliser ensuite ces espaces. Aujourd'hui, je travaille plutôt dans le domaine de la nanocatalyse. Des espèces donc catalytiques qui sont des agrégats d'atomes métalliques de très petite taille, donc entre 1 et 10 nanomètres. Donc l'objectif, c'est de concevoir ces catalyseurs, de pouvoir les caractériser. L'objectif final étant d'avoir des catalyseurs qui soient actifs, sélectifs, mais également recyclables pour participer au développement d'une chimie plus propre et plus respectueuse de l'environnement. Par mes travaux de thèse, j'ai pu réussir à synthétiser pour la première fois un composé nouveau qui avait des propriétés supraconductrices. Donc là, c'était plutôt sur l'aspect fondamental. Les propriétés de supraconductivité étaient relativement basse température, mais il avait ses caractéristiques. C'est un séléniure de molybdène, MO9SE11. Et 20 ans après, en utilisant les mêmes composés, les mêmes propriétés, on a pu les exploiter, cette fois-ci à des fins de dépollution. Donc les utiliser pour faire un traitement, une extraction sélective de cations d'un effluent vers un autre bain, de manière à purifier et à valoriser ces bains de traitement de déchets. Dans le domaine des métaux, il y a toutes les questions qui sont liées à leur recyclage. Donc les métaux, contrairement à d'autres matériaux, se recyclent très très facilement, beaucoup plus facilement que d'autres. On peut dire que l'acier est 100% recyclable et 100% recyclé. Actuellement, on ne travaille pas encore beaucoup sur des procédés nouveaux pour recycler ou pour utiliser des produits recyclés. On exporte beaucoup de matières à recycler
à l'étranger, en Inde par exemple, qu'on fait revenir après en France pour les transformer. Il y a à la fois des niches sur des nouveaux procédés d'élaboration à partir de matériaux recyclés, mais aussi sur les procédés de recyclage plus propres, plus économiques d'un point de vue énergétique. Et donc il y a des capacités de recherche, là encore, à développer dans les années à venir. C'est notre mission maintenant de faire en sorte que la transition vers les nouvelles énergies et les énergies renouvelables se fasse le plus sereinement possible, en attendant que les nouvelles énergies sur lesquelles on travaille, comme les énergies marines, l'énergie éolienne, les hydroliennes, etc., en attendant que ces énergies deviennent plus matures, il faut faire en sorte qu'on continue d'exploiter le pétrole qui reste dans les conditions les plus sereines possibles, c'est-à-dire en prenant en compte les aspects environnementaux et les aspects aussi développement durable. On va travailler également dans tout ce qui est stockage de l'énergie, puisque un des gros problèmes avec, par exemple, l'énergie éolienne, c'est qu'il va falloir stocker l'électricité pour pouvoir la restituer après. J'étudie la structure profonde de la Terre. On utilise une technique qui s'appelle la sismique, donc c'est toujours en mer, et on fait des grands signaux sonores qu'on peut enregistrer sur des instruments beaucoup plus loin, 100 ou 150 km. Et en modélisant le trajet de ce bruit, on peut recalculer la structure de la Terre, donc jusqu'à 30-40 km de profondeur. Donc on travaille beaucoup avec les compagnies pétrolières aussi, et sur l'autre côté pour les séismes. Donc il faut bien savoir comment c'est la structure de la croûte du manteau terrestre pour savoir où peuvent se faire des séismes, pour savoir quelles sont les régions à risque. Dans la société, la plupart des questions ont un enjeu scientifique. Pour que les citoyens prennent des décisions qui les concernent sur le gaz de schiste ou telle question de santé ou telle autre question, il y a besoin d'avoir une connaissance minimum en sciences. Puisque j'ai pas mal de copains donc qui sont des comédiens, parfois je les incite à réfléchir à des spectacles en lien avec les sciences, parce que je trouve ça intéressant. Donc parfois ils imaginent des visites guidées de lieux scientifiques, et donc j'amène un peu mon côté scientifique au contact des artistes, et je trouve que la combinaison des deux est très intéressante. Il faut avoir le courage, le temps, la patience et l'énergie pour faire découvrir les sciences aux gamins, de les emmener et puis de leur mettre le nez dedans. Et ça se fait par rencontre. Donc moi je dirais aux parents, voilà, prenez le temps de le faire. Les solutions de demain, les grands enjeux économiques et écologiques, ils passent par les sciences.